Du coup, c'est le premier épisode de L'Angle Essentiel, le podcast autour de l'entrepreneuriat, du biohacking et du sport. Et notre premier invité, c'est Théodore Ivanov. Du coup, je vais te laisser te présenter. Tu es Chief Health Officer. C'est quelque chose que je vois de plus en plus sur Instagram. Je te laisse expliquer ce que c'est et expliquer qui tu es aussi. Ok, ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Théodore. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et concrètement, le business que j'ai aujourd'hui, ça va principalement être axé pour les entrepreneurs en ligne qui veulent vivre plus longtemps, faire plus d'argent, être plus beau, avoir plus d'énergie. Et concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les KPI santé à travers les outils connectés pour savoir quoi optimiser, quoi itérer pour atteindre la situation désirée. Donc, concrètement, Chef Health Officer, c'est en fait tête des entrepreneurs. Tu les accompagnes sur 6 mois, un an, enfin une durée de temps qu'ils ont choisi, pour pouvoir optimiser en gros leur énergie dans la journée, c'est ça? Tout à fait. Après, ça va beaucoup dépendre aussi du profil de la personne. Et on va l'aborder aujourd'hui. Beaucoup de sujets intéressants comme le stress, la dopamine, plein de sujets qui sont beaucoup mis en avant. Et tu vas voir, j'ai plein de choses intéressantes à apporter que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez éduqué sur le sujet. On a certaines notions, mais on n'est pas encore assez conscient sur la chose. Carrément. Toi, Typiquement, juste, je veux dire, vas-y. je termine ça et après, bien sûr, je te Vas-y, laisserai parler. t'inquiète. En fait, ça va beaucoup dépendre du profil de la personne parce qu'il y en a certains qui vont avoir une plus grande durée d'optimisation à mettre en place, alors que d'autres, ils ont déjà mis des choses en place et ça va être beaucoup plus simple d'atteindre la situation désirée. Parce que si l'entrepreneur, il a beaucoup négligé sa santé, ça va prendre plus de temps. C'est tout Ouais, l'objectif de ça, à quelle étape est-ce que la personne se trouve. ça dépend d'où il part. Forcément, en plus, ça, on reviendra un peu plus tard sur les personnes qui débutent et les personnes qui potentiellement sont déjà un peu avancées, parce que je pense que tout le monde en est à un état différent. Toi, juste avant d'aborder ces sujets, concrètement, en dehors de YouTube, en dehors de toute cette activité que tu as lancée autour de ça, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui te passionne dedans? Et je vais un peu raconter l'histoire. C'est vrai que je l'avais raconté la dernière fois et ça avait beaucoup intéressé. Ça fait, je dirais, 2 ans et demi que j'ai découvert le biohacking. Donc, si aujourd'hui on doit le définir simplement, c'est un néologisme, c'est un mot qui vient regrouper toutes les habitudes de santé dans un mot. Et concrètement, ce que c'est que tu vas faire en sorte de mettre en place des choses dans ton quotidien qui vont te permettre de vivre plus longtemps. Je l'ai découvert pour la première fois sur la télé, donc ça peut paraître un peu banal, dit comme ça. C'était la chef mondiale du biohacking. Donc, quand on parle chef, on parle de chef culinaire. Elle venait aborder le sujet des germes de brocoli. Première fois que j'entendais le mot biohacking. Et elle venait expliquer que ça venait avoir un effet anti-cancer sur les cellules et que ça venait donc lutter contre l'inflammation. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé tellement à m'éduquer sur le sujet. J'ai regardé des vidéos, des podcasts, du contenu, j'ai lu des livres. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir appris l'anglais sur Internet, donc ça m'a beaucoup facilité tout l'apprentissage de toutes ces notions complexes. Beaucoup Andrew Huberman, Ben Greenfield, toutes ces personnes qui vont aborder le sujet du biohacking, Dave Asprey. Et donc, j'ai pas toujours été dans cet état. Quand j'étais encore ado, parce que je suis quand même assez jeune, j'étais beaucoup, tu vois, dans le développement personnel, mais j'étais pas beaucoup dans la sur-optimisation, ultra-optimisation. Depuis que j'ai atteint ce palier, je me suis dit, OK, Théodore, beaucoup de gens te font des retours sur le fait que la santé, OK, c'est bien, mais quand je vois que les entrepreneurs américains, ceux dont on s'inspire, viennent vraiment avoir des données objectives en investissant sur des outils connectés, je me suis dit, OK, donc si aujourd'hui c'est le seul moyen par lequel on a accès à des données objectives et tangibles, il faut en faire quelque chose. Et même, j'ai beaucoup de personnes dans le monde anglophone qui vont mettre en place ce type d'offre. Je pense à quelqu'un qui vient en plus aujourd'hui accompagner Charlie Morgan, qui est en train de mettre en place tous ces protocoles. Donc c'est grave intéressant. Sur l'aspect un peu plus personnel, comment est-ce que je pourrais me définir? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que j'apporte sur ça? Comment est-ce que tu le Toi, verrais? j'ai vu sur ta chaîne YouTube justement que tu parlais de burn-out, de dépression, que tu avais eu enfin, tu as passé une étape comme ça dans ta vie. Ça a été quoi le déclic qui t'a fait t'en sortir? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour t'en sortir? Est-ce que ça, c'était avant ou après que tu t'intéresses au biohacking?
Je dirais que c'était au début et pendant. Quand on va chercher à développer une activité en ligne, on va beaucoup être dans la survie parce qu'on se dit on veut vite les résultats, ça va aussi dépendre de la personnalité, mais on va se retrouver dans un état où on veut vite les résultats, vite faire les choses, et on va en parler. Ça va être le sujet tout à l'heure quand on va parler du stress, mais on va l'aborder directement parce que c'est vraiment le sujet qui est super important. Le système nerveux, l'extension de ton cerveau qui vient te donner le signal si ce que tu fais c'est bon ou mauvais. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai longtemps été dans un état dysfonctionnel. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en mode sympathique dominant. J'étais tout le temps stressé, alors que factuellement, je faisais bien les choses. Tu vois, je dormais bien, je buvais de l'eau, je mangeais bien, je Ouais, c'est méditais, je faisais toutes les habitudes de santé, douche froide, tout ce qui devait être fait. Et je me dis, ok Théodore, il y a un problème, c'est pas normal. Tu vois, t'es beaucoup trop stressé, alors que tu fais bien les choses. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à avoir une dépression. Une dépression, on va être quand même vigilant sur comment est-ce qu'on va le définir. C'est un spectre très large. Donc, je ne dirais pas aujourd'hui que j'ai eu vraiment une dépression très profonde, mais comment ça va se manifester? Personnellement, chez moi, ça s'est manifesté sur des neurotransmetteurs qui étaient en dessous du seuil minimal. Donc, j'avais une humeur très basse, une très basse motivation pour faire beaucoup de choses, mais j'étais quand même dans une discipline. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même poussé. J'ai continué à faire les choses et je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, je suis en train de rentrer dans une phase de burn-out. Et on va aussi faire attention à comment est-ce qu'on définit le burn-out, parce que c'est un terme à prendre avec des pincettes. Il y a différentes phases. Quand j'écoutais Charlie Morgan, c'est très intéressant. Comment est-ce que lui, il l'a vécu? Le burn-out, c'est beaucoup plus aussi lié au système nerveux. Sur comment est-ce que tu vas l'exploiter. Donc, je suis passé entre une dépression, un burn-out, et là maintenant, beaucoup plus stable, beaucoup plus présent, beaucoup plus calme. Bien sûr, je suis humain, et tout le monde l'est. On a des phases un peu plus compliquées que d'autres. Ce qui m'a beaucoup aidé pour sortir de ces phases compliquées, c'était de ralentir, de revenir à l'essentiel, à la base. justement, Si j'avais... j'allais te demander, excuse-moi, je te coupe par rapport à ce que tu as dit là, parce que comme tu l'as dit, tu parlais beaucoup de stress chronique également, et pourtant tu faisais tout bien. Enfin, tu faisais tout bien, la nutrition, le sommeil, etc. Et tu étais quand même dans cet état-là, mais comment tu le sais quand tu es entrepreneur que tu es dans cet état-là, tu vois? C'est quoi les signes vraiment qui peuvent te dire, ok, je suis dans cet état-là? Beaucoup de symptômes, je dirais, viennent se manifester à ce moment-là. Tu te rends compte que tu n'arrives pas à te concentrer longtemps, que tu es impatient, impulsif, que tu prends des mauvaises décisions. Et ça a été un des premiers signaux d'alarme. C'est-à-dire que le soir, je suis là, je me sens pas bien, je me dis mais j'ai pas été assez productif, j'ai pas réussi à faire toutes les tâches que je me suis fixées et je me dis c'est pas possible. Il faut que je change quelque chose, sinon personne va venir me sauver. C'est exactement ce que j'ai mis en place. J'ai commencé à beaucoup plus ralentir, beaucoup plus m'écouter, parce que le corps a une intelligence différente de celle du mental. On va beaucoup être à écouter le mental, à se dire ouais, je fais les choses, même si je veux pas les faire, parce que c'est de l'autodiscipline, de la discipline. Je dois me prouver à moi-même que je suis fort. J'écoute pas mes émotions, j'écoute pas les signaux de mon corps, tout ce qui va être du ressort du somatique. Et c'est à ce moment-là que tout a changé, pour le bien. Tout à l'heure, tu parlais de système nerveux sympathique, parasympathique. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'est-ce que c'est le système nerveux sympathique, parasympathique? À quoi ça sert? Et c'est quoi un système normal, entre guillemets? Un sujet que j'aime beaucoup aborder. C'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois dans les vidéos dans lesquelles je suis venu éduquer sur le biohacking. Dépendamment de qui va nous écouter, de combien est-ce qu'il est conscient du système nerveux, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système nerveux, c'est l'extension de ton cerveau qui va te dire ce qui est bien ou mauvais. Et il existe sous deux états différents. Donc le système nerveux parasympathique, c'est celui de la vie et du repos. Et on a le système nerveux sympathique, qui n'est pas sympathique du tout, c'est vraiment la blague que j'aime beaucoup faire, c'est celui de la survie. En fait, c'est un phénomène qui a évolué, si on se base sur l'évolution, mais qui est toujours présent. On a dans notre cerveau donc différentes zones, le cortex préfrontal, l'amygdale. Et quand on va être en mode survie,
on va avoir beaucoup de stress. Parce que la survie, c'est fait pour qu'on puisse échapper à un danger. Dans l'évolution, on avait des prédateurs auxquels on devait faire face. Et il y avait trois réactions à ce moment-là. Soit on allait se battre, soit on allait se figer, être en freeze, soit on allait éviter l'action, éviter de se battre. Si on se bat, c'est qu'on estime qu'on est assez fort pour faire la chose. Si on freeze, c'est parce qu'on n'est pas assez fort pour se battre, on n'est pas assez fort pour fuir. Et si on fuit, on n'est pas assez fort pour combattre le prédateur. Et aujourd'hui, ça vient se manifester encore une fois dans le monde contemporain dans lequel on est. Si aujourd'hui, la tâche que tu as à faire en business, elle est trop compliquée, trop grande, tu vas procrastiner. Tu vas faire d'autres tâches qui ne t'apportent pas un retour sur investissement direct et qui vont te flageller. Le stress, ça tue à petit feu. Aujourd'hui, on est dans une société tellement stressée sur plein de choses. Aujourd'hui, si on regarde les médias, sans distinction du sujet qu'on va aborder, tout va utiliser le biais de négativité. C'est dommage, mais c'est comme ça que l'attention humaine fonctionne. Elle cherche la survie au lieu de la vie. Et ce système nerveux, justement, sympathique, parasympathique, est-ce que, alors arrête-moi si je me trompe, c'est un rapport avec le HRV ou tu sais, VFC en anglais? Parce que moi, je sais que j'ai une Oura Ring, par exemple, où du Yes, coup, moi je aussi. regarde un peu tous les jours mes datas. T'as la Oura Ring, toi aussi? Yes. Ok, top. Même chose. Je crois qu'on a en plus Et la même couleur. Attends. ouais, ouais, la grise, un peu, Inoxydable. c'est ça, c'est ça, un peu mat. Et bah, je trouve que c'est plus pratique que le Whoop, parce que le Whoop, j'ai essayé, et tu sais, c'est assez gros, assez épais. Et putain, dormir avec un bracelet, j'ai déjà essayé avec mon Apple Watch, je trouve ça un peu rude, donc je trouve ça plus pratique la Oura Ring. Mais donc, bref, dessus, tu sais, donc tu as le bilan de VFC tous les jours, de variabilité de la fréquence cardiaque. C'est ça. Et donc, on est d'accord que ça, c'est un rapport avec le système sympathique et parasympathique, non? Complètement. Aujourd'hui, la HRV, c'est un des signaux physiologiques les plus clairs pour savoir si tu as une bonne santé. C'est une des métriques qui va te donner l'information si tu fais bien les choses. En fait, pour que tu aies une bonne HRV, il faut qu'elle soit haute. Si elle est basse, c'est à ce moment-là que tu vois que tu es en déficit. La HRV, c'est quoi concrètement? On l'a expliqué, c'est quoi l'acronyme? Heart Rate Variability, la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est combien VFC est-ce en que dans français, une ouais. journée, VFC complètement, c'est combien est-ce que dans une journée, ta fréquence cardiaque va varier. Donc, typiquement, quand on est au repos, on est entre 55, 65, 70. Quand on va faire un effort physique, ça peut monter jusqu'à 180. Et c'est tout l'objectif de la HRV, de faire fonctionner ton système cardiovasculaire. Et quand la HRV est beaucoup trop basse, tu vas mal dormir, être plus stressé et prendre de mauvaises décisions. Si on se base sur le business. Ok. Et toi, du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes datas un peu de santé si des gens veulent se rendre compte par rapport à tout ce que tu mets en place, que tu vas nous dire justement dans un instant, t'as quoi comme métriques de santé, bah, par exemple pour les gens qui ont une Oura ou un Whoop, en termes de score de sommeil, en termes de HRV, par rapport aux datas que tu peux avoir? Alors, il faudrait peut-être que je regarde sur l'application directement parce que je ne les ai pas en tête. Je vais Ouais, rechercher vas-y, ça. t'inquiète. Moi, j'ai les miennes aussi. Il y a juste mon HRV qui est extrêmement haut, enfin ma VFC, qui est extrêmement haute Ouais. par rapport à d'autres personnes, mais le reste, je suis plutôt assez bas. En fait, ça va aussi varier des jours. Logique, parce que tous les jours, c'est différent. Attends, il faut juste que je le trouve. Bah, le temps Hop. que tu le cherches, tu vois, moi je me suis rendu compte que ma VFC, alors moi je fais du sport à haut niveau et donc il y a des moments où on a des stages et on nage le matin et le soir. Et c'est vrai que quand il y a des périodes de stage, parfois, où je sens que même dans l'eau, en natation, je suis un peu plus mal, etc., le soir, ma VFC va totalement baisser au fur et à mesure des jours. Et le moment où je vais pouvoir justement me ressourcer, plus dormir, mieux manger, ça aura tendance à monter. Alors après, moi en moyenne, je suis à 183 à peu près. Parfois, je monte à plus de 200. Mais je sais que j'ai plein de potes et c'est pas du tout les mêmes métriques. Et on m'a souvent dit d'essayer de regarder par rapport à soi-même plutôt que de comparer aux autres. Parce que ce qui compte, Mm. c'est notre moyenne un peu à nous. Parce que ça peut être variable d'un individu à l'autre. Alors là, quand je regarde directement dans l'application, si on va dans le Readiness, parce que c'est l'endroit où on peut retrouver la HRV, il n'y a pas forcément un chiffre, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai Good, mon Good par rapport à l'application, par rapport Ouais, à c'est la par rapport nuit aux métriques de précédente. l'application à chaque fois. Ouais. Et c'est quoi pour toi, on va dire, le moyen d'améliorer sa VFC ou son HRV
en partant de sa base à soi-même, hein, donc que ce soit à 50 en moyenne, que ce soit à 90, que ce soit à 150, que ce soit à plus de 200, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Puisque ça a l'air d'être un très bon indicateur quand même pour dire si on est en bonne santé ou pas nerveusement. Principalement, ça va être l'intensité que tu vas mettre sur l'activité physique que tu vas faire au quotidien. C'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a de faire augmenter sa HRV. Ok. Parce que typiquement, c'est relié à la hauteur de ta fréquence cardiaque. Donc si tu fais du sport mais pas avec une intensité maximale, tu ne peux pas factuellement augmenter ta HRV parce que ce n'est pas, il n'y a pas d'autre moyen de l'augmenter si tu ne fais pas pas forcément un sport de haut niveau, mais si tu ne fais pas une activité qui va te pousser à atteindre tes limites et à les surpasser. Ok, ok, ça marche. On, Des fois, c'est on très va pas. simple. Ouais, dis-moi. Des fois, c'est très simple si tu vois, on ne cherche pas compliqué. La réponse est Ouais, parfois non, basique. mais c'est vrai, on a tendance à vouloir tous complexifier les choses et essayer d'aller se dire non, mais c'est pas aussi simple que ça, c'est forcément plus compliqué, il faut que je mette en place plein de choses, alors que justement, parfois, il suffit de ce petit élément qu'on fait et qui fait la différence. Si ça te va, on va parler plus un peu du sommeil et des hormones, Ok. voilà, directement. Déjà, toi, avant, j'aimerais savoir si tu as un avis sur les compléments alimentaires, parce que alors même pour les hormones, il y en a plein, pour le sommeil, il y en a plein. Je sais que moi, par exemple, je prends beaucoup de champignons adaptogènes que j'ai commencé à essayer il y a 6 mois. Je sais pas si c'est bullshit ou pas bullshit, mais bon, techniquement, le placebo fonctionne, donc si tu te dis que ça marche, quelque part, ça peut marcher, tu vois. Voilà, c'est quoi ton avis, toi, sur les compléments? Est-ce que tu en prends, d'ailleurs? Yes. Honnêtement, j'ai testé beaucoup de marques, beaucoup de modèles, que ce soit L-théanine, ashwagandha, ginseng, tout ce qui va être tous ces compléments qui viennent en fait mettre ton système nerveux en mode parasympathique le soir, juste avant de s'endormir, ou même durant la journée. Des fois, tu te rends compte qu'ils fonctionnent pas très bien. Donc, il y a vraiment cet aspect de placebo. D'autres qui fonctionnent mieux. Donc, je suis quand même pour le moment assez partagé. Maintenant, si on vient vraiment se calquer au chef du biohacking qui en prend, je sais pas combien de pilules par jour, Brian Johnson, on voit qu'il y a certains effets sur sa santé qui s'inversent. C'est-à-dire qu'au plus il en prend, au plus on a l'impression qu'il vieillit. Donc je suis un peu partagé sur le sujet. Maintenant, je suis pas du tout en train de nier que ça fonctionne. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Mais ce qui est important, c'est pas de se supplémenter soi-même en se disant, OK, donc on m'a dit que c'était important de prendre du fer, on m'a dit que c'était important de prendre du magnésium, donc je vais en prendre. Bon, le magnésium, on va en parler. Mais le plus simple, la chose qui va te dire si tu en as besoin ou pas, c'est un test sanguin pour voir si tu as une déficience à laquelle tu dois pallier. C'est le signal le plus simple parce que ce sont des données biologiques que tu vas tirer à partir de ton propre corps. Tu peux pas estimer parce que on peut tout voir sur Internet, mais est-ce que factuellement c'est adapté à ton corps? On a tous un corps différent, une biologie différente. Il y a une partie Ouais. génétique, bien sûr, et une partie environnementale. Ton style de vie, comment est-ce que tous les jours tu vas vivre ta vie, quoi. C'est ça qui est assez dur, je trouve, dans le biohacking quand même, c'est que beaucoup de personnes, bah, même Brian Johnson, vont prôner tel type de complément, parce que même lui, il en vend, ou vont prôner tel type de méthode. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ça dépend, comme tu l'as dit, de plein de facteurs qui sont hyper personnels quand même. Et du train de vie que tu vas avoir, de potentiellement même où tu habites dans la Terre. Si tu habites dans un pays chaud, dans un pays froid, dans un pays hyper pollué, si tu habites au bord de la mer. Et en fait, il y a tellement de facteurs qui rentre en compte dans ton équilibre personnel, comme tu l'as dit, le mieux c'est potentiellement juste de faire un test sanguin avec un médecin et de voir factuellement, noir sur blanc, ce dont tu as besoin sans inventer des choses et prendre des compléments peut-être qui sont pas forcément utiles, quoi. Et tu sais, je vais même aller plus loin. Ça fait quelques mois que j'ai fait un test qui vient d'un laboratoire américain qui s'appelle Viome, qui m'a donné des informations très pertinentes sur ma santé. Donc j'ai fait un test salivaire, de sel et sanguin. Et dans une application qui vient référencer toutes les informations sur ta santé, ça me met concrètement quelle quantité de suppléments m'est conseillé par rapport au moment où j'ai fait le test. Et je vais te le partager, je vais te dire ce qu'il y a. Ce sera un sujet en plus d'une prochaine vidéo que je vais sortir sur YouTube. Je te montre, je te partage ça. Ok, attends juste que je le retrouve parce que tellement de métriques, tellement d'endroits où je peux trouver des infos. Mais... Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que
c'est quand même un gros business aussi, malheureusement, qui ça revient à ce qu'on disait au début, on joue sur le négatif beaucoup dans les médias, sur ce que tu disais et bah, c'est quelque chose d'hyper négatif de parler, de la santé de la mauvaise manière et donc ça peut induire les gens potentiellement à prendre beaucoup de compléments dont ils ont pas besoin et juste à dépenser de l'argent et à potentiellement aussi se ruiner la santé à cause de ça. C'est ça qui se passe. On vient beaucoup faire du marketing, donc je sais pas si tu te souviens, mais à un moment, il y avait beaucoup la résine noire. Comment ça s'appelait la résine noire? Qui mettait en avant énormément et qui disait oui, il faut en prendre le shilajit. Ah! C'était beaucoup mis en avant. Bon, ça fait quelques années maintenant. Ouais, Et en fait, parfois, c'est du marketing. C'était ouais, du effectivement. faux shilajit qui était vendu juste pour faire de la marge, pour vendre un produit, en faisant croire que quand tu vas le consommer, tu vas avoir le bénéfice associé. Donc là, si je te montre mon téléphone, bon, je sais pas si ça va être retourné quand tu vas faire le montage, mais là, typiquement, attends, il faut que je montre correctement. J'ai Ouais, nickel, on voit bien. 30 compléments alimentaires OK. qui me sont conseillés. Ça, Je sais pas si c'est c'est les 30 compléments qui te sont conseillés après le bilan que tu as fait. Du coup, ils te disent directement ceux que tout à fait. tu devrais prendre. Je te donne quelques exemples pour que tu aies un petit peu une idée, parce que je sais pas si c'était flou ou pas. Donc j'ai de la créatine, du cuivre. Il y en a d'autres un peu qui sont moins connus. Donc l'ashwagandha, acétyl-L-carnitine, Et extrait, toi, extrait d'ail. parmi ces 30 là, du coup, est-ce que tu en as mis en place? Comment tu as interprété cette donnée? Est-ce que tu te dis, OK, je vais juste en mettre en place 3-4, je sais pas si tu les donnes par importance, tu vois? Non, Ou c'est pas est-ce que... par rapport. Pour le moment, je me suis dit que c'est pas forcément optimal de prendre 30 compléments alimentaires quotidiens. Certains, oui, j'en ai pris. Maintenant, je fais quand même attention parce que ce sont des données, c'est de l'IA. Il faut prendre des précautions. Ok, aujourd'hui, ça me dit par exemple 504 mg d'acétyl-L-carnitine, 102 mg de coenzyme Q10. Ok, mais est-ce que factuellement, c'est bon pour moi? Je ne suis pas en train de remettre en doute l'algorithme, les données qui sont mises en place, mais quand même 30 compléments alimentaires à prendre quotidiennement, pour le moment, je trouve que c'est excessif. Et je ne suis pas encore dans un esprit de Brian Johnson. Encore. Ouais, bien sûr, je comprends. Tout à l'heure, tu as parlé du magnésium. Tu as dit que tu voulais qu'on revienne dessus, potentiellement son importance dans le sommeil. Juste avant de parler de ça, toi, tu dis souvent justement que le sommeil, c'est le meilleur retour sur investissement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Toi, concrètement, en dehors des compléments, donc du magnésium dont on parlera dans un instant et tu nous donneras ton avis, qu'est-ce que tu mets en place autour du sommeil? Le sommeil, c'est tellement important. Toute ta vie, elle est conditionnée sur si tu as un sommeil optimal ou pas. Je mets en place beaucoup de choses pour optimiser mon sommeil parce que je sais l'impact que ça va avoir sur mes performances. Déjà, une night routine, c'est essentiel. Pour quelqu'un qui en a pas, c'est un must. Tu dois chercher un minimum à t'auto-respecter. Si tu te dis, OK, le business est le plus important, je vais pas forcément mettre en première position ma santé, à un moment, tu vas te retrouver dans une situation Un difficile. burn-out, tu vas exploser en fait. Ouais. Avant de t'expliquer qu'est-ce que je mets en place, parlons-en. Beaucoup d'entrepreneurs, et je vais pas forcément citer de nom, la dernière fois je regardais ça, un de mes concurrents, il est il a été à l'hôpital à cause de sa santé. C'est-à-dire qu'il a tellement pas pris soin de sa santé qu'il se retrouve aujourd'hui à en faire une priorité. Tout comme Brian Johnson, qui était all-in dans son business, il s'est dit, mais je vais mourir. C'est aux portes de la mort que tu réalises en fait combien est-ce que c'est important de prendre soin de sa santé. Burnout, donc les 4 étapes, les 5 étapes que Charlie Morgan y venait mettre en lumière. La quatrième, la cinquième qui t'amène directement bah, à l'hôpital. Donc les premières, c'est principalement mental, ça commence après à être physique, et les deux après. Mais pour en revenir à ce on était en train de voir ensemble, le sommeil, oui, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place, et c'est toujours basique. On n'a pas besoin de shiny object, on n'a pas besoin de méthodes secrètes, même si c'est ce que les gens veulent, mais c'est pas ce qu'ils ont besoin réellement. C'est quoi les trois, c'est quoi les trois points en prio, pardon, je vais reformuler la question. C'est quoi les trois priorités à mettre en place pour avoir un bon sommeil? Les trois routines, les trois éléments à modifier dans ta vie pour pouvoir bien dormir.
Le premier, ça serait l'alimentation, la nutrition. Si aujourd'hui, factuellement, tu manges juste avant de t'endormir, tu viens mettre ton système en mode activation, donc il va devoir digérer la nourriture et tu vas rater les phases de sommeil les plus importantes. Ensuite, la température de la chambre. S'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, tu vas ne pas pouvoir bien te détendre. Et troisièmement, le stress. Le stress qui est, ok, aujourd'hui omniprésent dans beaucoup d'instances, mais c'est celui sur lequel tu dois te focus. Donc, digérer, ça amène du stress parce que ça va diriger le sang, ça va affluer vers le microbiote. Enfin, tu vas devoir dépenser de l'énergie alors que normalement, c'est une période quand tu vas t'endormir où tu dois être dans le repos. Ensuite, la température, s'il fait beaucoup trop froid ou beaucoup trop chaud, ça met aussi ton système nerveux en alerte. Et c'est à ce moment-là que tu vas être stressé. Et donc, le stress, c'est donc une des hormones du stress, c'est le cortisol. Après, on a aussi l'adrénaline. Mais le cortisol, si tu en as juste avant de t'endormir, tu es en train d'inhiber la sécrétion de mélatonine, qui est c'est l'hormone du stress, de l'hormone du sommeil, qui va être celle qui va te détendre. Et du moment où tu n'as pas assez de mélatonine, tu ne vas pas bien te reposer. Et quand on parle donc du sommeil, on va retrouver les deux phases les plus importantes, avec donc le sommeil léger, mais le sommeil paradoxal, celui qui va être beaucoup lié au rêve, à la consolidation de la mémoire, mais on va aussi avoir le sommeil profond, celui qui est lié à la récupération musculaire et mentale. Et pour te faire l'anecdote, parce que c'est quelque chose que j'ai passé tellement de temps à avoir 30 minutes, 45 minutes de sommeil profond. C'est tellement peu, Amadou. Je ne sais pas si tu te rends compte, le matin, je me Je suis à réveille. combien, moi? Je vais regarder, Écoute, mais regarde. de Mais sommeil de façon profond. chronique. De façon chronique. Ouais, tous les jours, ouais. Ouais, non, moi, en moyenne, je suis à 1h15, 55 minutes, 1h10. 1h30, par exemple. Ouais, je tourne autour d'une heure, je pense. 1h10. 1h40 parfois. Peut-être quand je suis Oui. très, quand je suis très fatigué. Et donc, qu'est-ce que ça apporte d'avoir. Enfin, qu'est-ce que ça apporte, malheureusement, d'avoir si peu de sommeil profond? Déjà, comme on en a parlé tout à l'heure, ça va amener tellement de stress. Et le stress, ça détruit ta vie. Quand le système nerveux, il est en mode sympathique de façon chronique dominante, tu vas être hyper émotionnel. Ton amygdale cérébrale, donc ces deux points dans ton cerveau qui sont responsables de comment tu vas réagir émotionnellement, c'est le signal d'alarme, c'est l'endroit où tes émotions, elles vont prendre le dessus, tu vas être beaucoup trop réactif. À ce moment-là, tu es trop émotionnel. L'HPA, donc l'axe HPA, hypothalamus, je sais plus, attends, pituitaire, attends, je sais plus c'est quoi le troisième, mais c'est aussi quelque chose qui est lié au stress. Et après, on a les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins, donc les glandes surrénales qui vont sécréter l'hormone du stress. Du moment où tu as trop de stress, tu es déconnecté. Tu es déconnecté, tu es en mode survie. Ton cortex préfrontal, qui est la partie rationnelle de ton cerveau, elle est éteinte. Tu vas ne plus être toi-même. Tu ne vas plus avoir accès à ton intuition, à ta créativité, à ton expression. Et ce sont des choses dans le business qui sont primordiales. Sans ça, tu es en mode pilote automatique et tu le ressens à l'intérieur de toi. Tu n'avances pas. Tu ne fais pas les choses importantes. Et tu te rends compte à un moment que tu as lâché le guidon depuis longtemps. Ce Et que t'as tu pas... dis, c'est hyper pertinent et je pense que tout le monde s'en rend compte, même sur une petite phase. Par exemple, même sur une journée où, quand les gens font des soirées ou une soirée où tu t'es un peu moins dormi, tout simplement, et le lendemain, tu sais, t'es un peu dans les trucs, t'es fatigué, etc. Je pense que t'as un sommeil profond qui est beaucoup plus petit. Et moi, ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai beaucoup moins dormi, je pensais au podcast que j'avais lancé, etc. J'avais plein d'idées, tu sais. Et en fait, je me lève le matin, j'ai dormi 4 heures, un sommeil profond sûrement qui était de 20 minutes. Et j'ai directement, je scrollais, j'ai fait un achat à 500 balles comme ça, compulsif. Et après, je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, toute ma journée, j'ai fait que des actions qui n'étaient pas forcément logiques, que j'avais pas fait depuis longtemps. Et je sais que factuellement, c'est juste le seul moment depuis plusieurs mois où j'ai eu un sommeil qui était beaucoup plus faible et donc où j'avais beaucoup moins d'énergie, mais même mentale, en fait, nerveusement. Et en fait, tu lâches un peu prise de tout à ces moments-là.
C'est exactement ce qui se passe et en plus, tu es tout le temps en mode d'urgence, tu peur, mais tu t'en rends pas compte. Ouais, Tu la évites les peur. choses, tu es réactif, ta perception du danger, elle est tellement altérée que, ben voilà ce qui se passe. Tu vas chercher la récompense, la dopamine, l'anticipation, tu vas chercher le mouvement pour te détendre, te rassurer. C'est même ce que j'ai fait un moment, j'achète des choses juste parce que je dors pas bien. Ouais, tu essayes de compenser en fait. Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Quelqu'un qui aujourd'hui est dans une situation où il n'arrive pas forcément à bien récupérer la nuit. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place rapidement, des petits tips pour essayer de se re-réguler? Vraiment Une des de légers tips, tu vois, quelque chose où tu te dis, je sais qu'aujourd'hui je suis pas très bien, comment je peux faire pour équilibrer, pour pas trop plonger vers ces excès? une des premières choses à faire, c'est beaucoup d'être ancré dans la matière, de venir mettre sur une liste, sur un ordi, les tâches comme un SOP, système opération procédure, où tu vas mettre tout ce que tu dois faire étape par étape. Le cerveau, quand il est fatigué, il va chercher des raccourcis, et si tu lui dis en fait de faire des choses compliquées, si tu ne les as pas encore automatisées, il va prendre beaucoup trop de temps, il va pas faire les choses. Donc, quand on est fatigué, le mieux, c'est déjà de ralentir et de simplifier à son cerveau les tâches. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Maintenant, quand on est fatigué, ça va déréguler toutes tes hormones, ton sang, le fleuve de vie de ton corps. Pas seulement sur la dopamine, et même on va en parler tout à l'heure, mais la dopamine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le faire maintenant. Beaucoup vont dire que c'est l'hormone du Regarde, plaisir. regarde, on y viendra tout à l'heure, comme ça On on a reste un bien peu fait? sur ça. On Ok, essaie de ça pas va. trop s'égarer. Limite, tu vois, regarde par rapport au sommeil, là même aux petits tips, juste avant d'enchaîner sur la dopamine, tu parlais tout à l'heure de night routine. C'est quoi toi Yes. ta night routine? Qu'est-ce que tu fais régulièrement chaque soir? Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut se dire, ok, je vais avoir un meilleur sommeil, quelle night routine il doit mettre en place? Encore une fois, ça va être très basique, mais une des premières actions à mettre en place, c'est se mettre en mode parasympathique. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? On va chercher à diminuer la, la lumière avec de la manipulation lumineuse, dans le sens tu vas faire en sorte de mettre de la lumière rouge qui va détendre ton, ton signal lumineux. C'est-à-dire que quand tu vas avoir de la lumière rouge, ça c'est le signal, quand tu as par exemple le coucher du soleil, ça va venir te donner l'information que c'est la fin de la journée. Quand tu as beaucoup trop de lumière bleue, donc c'est parfois de la lumière blanche, ça va envoyer le signal inverse à ton corps. Principalement, tu peux investir dans des lunettes rouges, tu vois, à filtre rouge, ou J'en ai alors là, ouais. mettre. Moi aussi, mais je vais pas laisser. Ah, tu vois, on descend. Ouais, des lunettes comme ça, quoi. Et ça marche vraiment, ces lunettes, parce que je les ai achetées en me disant, ok, je vais pouvoir mieux me reposer, des lunettes avec un filtre orange, du coup. Et est-ce que ça marche vraiment? Ça marche vraiment parce que tes yeux n'ont plus accès directement à la lumière. Maintenant, il faut prendre en compte quelque chose. Si tu es quand même stimulé mentalement en faisant quelque chose de très actif, ça n'annule pas l'effet, mais tu es en train aussi de retarder. Parce que c'est pas forcément seulement ce que tu vois qui est important, mais c'est ce que tu fais aussi. OK. Donc quelqu'un en fait qui va être sur son téléphone, qui va scroller avec des lunettes oranges ou qui va jouer à un jeu vidéo, potentiellement en fait il a quand même encore de l'activité cérébrale et donc il n'est pas forcément totalement reposé, même s'il pense qu'il se dit avec les lunettes c'est bon je vais être prêt à dormir, en fait son cerveau il continue d'être excité par des éléments des dus aux actions qu'il fait en fait. Ouais. En fait, aujourd'hui, je pense que une des choses les plus importantes à mettre en place, c'est se mettre soi-même des limites. Beaucoup d'entrepreneurs, ils vont se retrouver à répondre à des messages très tard le soir et ils croient que c'est important alors que le jour d'après, ils pourront répondre à ce message. C'est toujours une perception de la réalité qu'on a. Est-ce que répondre à ce message, ça va te faire avancer plus rapidement que si tu y réponds demain matin? Ok, peut-être la personne ne sera pas connectée forcément à ce moment-là, mais tu es plus important que le message. Tu es plus important que le business. Si toi, tu ne fonctionnes pas bien, ton business, il ne va pas fonctionner non plus. Si tu n'as pas la santé, un minimum, tu vas rater plein de choses. Alors oui, il y a complètement des gens qui réussissent dans le business parce qu'ils ont mis en place le 80-20, les actions les plus importantes qui vont leur ramener le plus grand retour sur investissement. Mais on n'est pas forcément obligé de passer par travailler 80 heures par semaine pour obligatoirement avoir des résultats. Si tu ne respectes pas ta santé et que tu ne dors pas bien, toutes tes hormones, elles vont
être en dessous du seuil. Testostérone, dopamine, cortisol, euh, leptine, ghrelin, pour ne citer que certaines des hormones, ça va être déréglé complètement. Et Et, tu ne fonctionnes pas correctement. et justement, par rapport à ça, ce que tu disais, dernière question sur cet angle du sommeil, avant qu'on parle de la dopamine, justement. Concrètement, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont des trains de vie où ils dorment 5, 6 heures. Je pense à des gens dans la Silicon Valley qui disent, ouais, non, mais nous, on dort 6 heures, on enchaîne, etc. Ou plein d'entrepreneurs aujourd'hui disent, OK, moi, je dors très peu parce qu'il faut que je travaille beaucoup, etc. Ou parfois, tu peux aussi avoir des périodes de rush dans ton entreprise, c'est possible aussi, ou pendant 1 ou 2 semaines, tu es forcé, entre guillemets, d'un peu plus travailler. Comment est-ce que ces personnes font ou comment est-ce que tu peux faire si tu as l'obligation d'avoir un petit rush pour limiter les dégâts? Évidemment, il ne faut pas que ça dure dans le temps, mais si tu as cette obligation-là. Aujourd'hui, si tu as une période de rush qui est obligatoire, tu n'as pas le choix de l'éviter, c'est complètement OK sur le court terme de faire ça. Mais il faut toujours se dire qu'à un moment, tu vas devoir payer le prix du gap que tu as créé sur ta santé. Déjà, il faut comprendre que le corps, il va prendre les choses comme une référence. Si aujourd'hui tu lui dis que c'est normal de dormir pendant 6 heures par nuit, il va dire ok, je l'accepte. Parce que le subconscient, il accepte tout comme vrai, même si c'est à l'inverse de ce que tu veux incarner. Maintenant, il faut se dire qu'il y a des conséquences et qu'elles vont arriver très rapidement parce que c'est au bout d'une nuit où tu as été privé de sommeil que tu vas commencer à avoir du brouillard mental, beaucoup de stress, des problèmes de digestion. Ça, c'est super important, la connexion cerveau, gut axis, brain, tu vois, brain gut axis, la connexion du cerveau et du, du système digestif. Maintenant, c'est des choses qui sont, encore une fois, je me répète, mais c'est acceptable. Ok. Il faut se dire qu'il y aura toujours un prix à payer. Les choses, Pour, oui, tu m'avais posé la question, donc qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? ouais, En fait, c'est une bonne question. Parce que du moment où tu prives ton corps du seul moment où il récupère vraiment, tu peux faire toutes les autres choses pour optimiser. Tu peux prendre les meilleurs compléments, tu peux faire les meilleures routines, tu peux boire autant d'eau que tu veux, tu peux manger la meilleure nourriture. Factuellement, si tu ne recharges pas tes batteries au moment où le socle de charge te recharge le plus, tu ne peux pas espérer. Sauf si bien sûr tu prends certaines drogues adaptogènes qui vont pouvoir artificiellement te stimuler pour tenir. Et c'est ce que font donc, je pense, certains dirigeants CEO de la Silicon Valley. Ils vont pas forcément l'exposer en public, mais ils vont prendre certaines substances qui vont les faire tenir sur le court terme, mais qui, encore une fois, ils vont payer le prix. ouais, c'est pas viable sur le long terme. T'as alors, pour parler justement du sujet de la dopamine, de l'addiction au scroll, toi, j'ai cru comprendre que tu avais une thèse qui est que la dopamine, c'est pas l'hormone du plaisir, c'est le neuromodulateur de l'action. C'est quoi un neuro... Alors, déjà, est-ce que c'est juste? C'est quelque chose... Alors, en toute humilité, aujourd'hui, je ne peux pas considérer que je suis un Non, neuroscientifique comme Andrew bien sûr. Huberman. Je me suis simplement éduqué sur le sujet. Mais oui, c'est plus correct de dire ça que de dire que c'est l'hormone du plaisir. Qu'est-ce que c'est un neuromodulateur, juste pour les gens qui connaissent pas? Plus simplement, c'est quelque chose qui va venir diriger les flux hormonaux dans une direction. C'est exactement ce que fait la dopamine aujourd'hui. Elle va diriger certaines structures à mobiliser, dépendamment de l'action que tu as à faire. Pour que ça soit plus concret, si imaginons aujourd'hui tu as besoin d'agir rapidement, tu vas avoir de l'adrénaline. On est d'accord que c'est une des hormones qui va beaucoup te faire passer à l'action rapidement. Le cortisol aussi. C'est pour ça qu'elle est si importante, mais que on vient beaucoup, quand on va éduquer sur le sujet, simplifier. On dit, et même tu le vois aujourd'hui, de plus en plus on parle de la dopamine, on vient en faire un nom marketing, il y a des marques qui mettent en avant plus de dopamine grâce à notre complément alimentaire, plus de dopamine grâce au fait que vous allez utiliser notre application parce que vous êtes en train de check des habitudes. Ouais. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, la dopamine, c'est l'hormone du flow, l'hormone christique, qui permet d'avoir le désir d'agir. C'est pas en fait un plaisir passif. Même si bien sûr, il y a aussi la partie hédoniste, la luxure
et toutes les basses vibrations qui vont te faire ressentir de la dopamine facilement. Et donc on vient différencier deux types de plaisir. Très simplement, le plaisir instantané et le plaisir différé. Mais bon, la dopamine, elle a plusieurs fonctions. Elle va pas forcément être là seulement pour te récompenser, même si c'est un de ses principaux rôles, mais elle va être là aussi pour l'anticipation, la nouveauté, le mouvement, prédire aussi, parce que ceux qui vont faire beaucoup de gambling, tu sais, jouer à du poker, faire en sorte d'avoir des tickets à gratter, ça aussi, ça joue. C'est typiquement ce qu'elle cherche à faire. Elle cherche à te faire comprendre que l'action que tu vas faire, elle va te donner un résultat positif. Qui est bon pour techniquement ta survie ou pour toi, quoi. Et c'est pour ça que tu continues, tu as l'impression que c'est utile. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des addictions, bah, comme tout le monde, hein, je pense qu'on a tous des addictions, mais alors que ça soit aux réseaux sociaux, que ça soit X ou Y, et comment est-ce que si tu en as, tu essayes de les diminuer? Ou est-ce que il y a des addictions que tu as réussi à diminuer ou à totalement arrêter? Et si oui, comment? Oui, bien sûr, je pense qu'on a tous un degré d'addiction différente. Le sport même, ça peut être considéré à une certaine échelle, une certaine fréquence comme une addiction. Je me rappelle, il y avait une personne qui faisait du sport pendant 12 heures par jour. Elle était rachitique, elle n'allait pas bien, ça se voyait sur son visage. C'était un reportage que je regardais, c'était une américaine. Oui, aujourd'hui, si tu es fatigué, tu vas plus facilement avoir tes addictions qui vont revenir. Et principalement, c'est ce qui s'est passé durant le burn-out et la dépression que j'avais. J'allais plus facilement manger du sucre, scroller et faire d'autres choses que je veux pas faire, alors que je sais que c'est pas bien. Je sais que dans le sens pas bien, ça m'amène pas là où je veux aller. Et en fait, la chose à mettre en place pour éviter les addictions, déjà, c'est de couper net tout trigger, toute chose qui va venir te faciliter l'accès. Maintenant, on a nos pensées qui viennent créer donc cet influx nerveux et t'amener à la tentation, à la chose que tu veux faire. Et c'est toujours compliqué de le faire quand on est fatigué, parce qu'un esprit fatigué dans un corps fatigué, ça n'a pas assez de contrôle parfois. Ouais, tu cèdes plus facilement à la tentation et en plus, il me semble que c'est un peu un cercle vicieux de plus tu es fatigué, plus tu vas céder à les tentations. On va parler par exemple du sucre dans ce cas-là, où tu vas prendre du sucre plus facilement. Et plus tu prends du sucre facilement, bah, moins en fait tu vas bien dormir, donc plus tu vas être fatigué. Et en fait, c'est un peu une espèce de roue infernale où il faut essayer de trouver un échappatoire à un moment, quoi. Et tu sais, ce qui est intéressant en plus sur le sucre, c'est que ça passe la barrière hémato-encéphalique. Donc ça, c'est la barrière que tu as dans ton corps qui va empêcher certaines substances de passer. Et du moment où tu vas prendre du sucre brut, ça va directement dans le sang. Et ce qui va dans le sang, ça va vers les organes, le cœur, le cerveau. C'est pour ça qu'on a une réaction très aiguë, rapide avec le sucre. C'est pour ça que ça fait monter la dopamine, la glycémie. Donc la glycémie qui est une autre métrique super importante sur le niveau d'énergie. On n'en a pas parlé encore, mais on pourra en parler tout à l'heure. Le sucre, c'est un ennemi. C'est Le sucre naturel, non, mais le juste sucre avant que tu continues sur le sucre, excuse-moi, tu as parlé d'une barrière, parce que même moi je connais pas, je pense que beaucoup de gens connaissent pas, la barrière alors je te laisse redire le mot, j'ai hémato-encéphalique. hémato-encéphalique, elle protège de quoi? Parce que tu as dit qu'il y a que le sucre qui passe, mais elle protège de quoi du coup? Où est-ce qu'elle est située et pourquoi c'est grave si des choses passent derrière? En fait, bon, elle va être située très proche des tissus, juste avant qu'il y ait les vaisseaux sanguins. Ok, Et en fait, elle vient protéger contre tout pathogène, toute substance qui viendrait altérer le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Genre, d'accord. c'est un mur, quoi, Ok, pour le d'accord. expliquer simplement. Ok. Excuse-moi, je te laisse reprendre du coup sur le sucre vis-à-vis de ce que tu disais, mais c'est vrai qu'il y a quelques mots parfois dans le biohacking où, qui sait, qui sont hyper pointus, où c'est assez compliqué d'entendre plein de mots et tu dis, ok, alors attends, j'ai pas forcément retenu ça, X, Y. Complètement. C'est vrai que c'est des mots compliqués. En anglais, c'est plus simple. C'est BBB, Blood Brain Barrier. Donc, C'est plus simple et c'est la, plus la compréhensible. barrière, oui, beaucoup plus facile. Tu vois, des fois, les traductions, elles sont un peu à côté du sens initial. Mais oui, par rapport au sucre, manger des sucres qui sont pro-métaboliques, hautement nutritionnels comme l'ananas, la mangue, la banane. Bon, là, je parle des fruits, mais il y a aussi le miel, le sirop d'érable. Ça va
te faciliter la digestion, ça va beaucoup t'améliorer ton système. Mais si tu manges du sucre raffiné comme ça, brut, là, tu vas avoir de l'inflammation. Ce phénomène qui, dans ton corps, va créer du feu dans tes cellules. En sachant que les cellules, elles vont utiliser l'oxygène et la glucose comme input pour créer donc l'ATP, l'ATP qui est la source d'énergie principale de ton corps pour fonctionner. Et du moment où tu vas pas avoir une bonne utilisation de ta glucose, tu peux te retrouver à avoir un début de résistance à l'insuline. L'insuline qui est une autre hormone qui va venir aussi diriger comment est-ce que le sucre, les hydrates de carbone, les glucides sont gérés. Et à partir de ça, tu peux développer progressivement, si tu ne fais pas du tout attention à ta nutrition, à ta diète, le diabète de type 2, chose qu'on veut éviter aussi. Donc le sucre, ça crée des maladies quand c'est en excès. Ouais, le sucre, de toute façon, c'est quelque chose, même moi, j'essaie de faire hyper gaffe. Moi, il y a un conseil que je peux donner aux gens qui essayent de réduire le sucre, c'est de pas forcément essayer de couper net, mais de se dire, OK, par exemple, quand je suis au resto, c'est OK. Moi, c'est ce que je fais personnellement, c'est-à-dire que j'en prends quasiment jamais, sauf bah, à la fin des compétitions, bon, je me dis, bon, ouais, c'est bon, on a fait la compète, ou bah, quand je suis au resto, quand je vais voir des gens, d'autres entrepreneurs, ou j'ai des dîners avec des clients, je me dis, bon, je suis au resto, et c'est pas tous les jours que tu vas au resto normalement, entre guillemets. Donc, tu t'autorises à ce moment-là. Et ça te fait, entre guillemets, ton petit sanctuaire où tu dis, allez, il y a une fois, peut-être tous les mois ou 2 fois dans le mois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça marche plutôt bien. Et ça me permet de tenir dans le temps. Je suis complètement du même avis. Aujourd'hui, si on reste dans une rigidité où on cherche à être dans la société de contrôle, comme c'est le cas en Asie où ils font tellement attention qu'ils se permettent rien, on va avoir certains problèmes encore une fois parce que on est des êtres humains, on a cette partie émotionnelle, on veut prendre certaines décisions qui vont un petit peu parfois en dehors du cadre et c'est même le concept du cheat meal. Oui, c'est Ouais, complètement OK aujourd'hui de manger une fois, 2 fois, 3 fois dans le mois quelque chose qui te fait plaisir. C'est normal. ouais, Si on bien est sûr. trop dans le contrôle, ça va se retourner contre nous à un moment et on va avoir bon, c'est pas forcément le cas ici, mais l'effet yo-yo. Tu sais, les gens qui veulent perdre du poids, ils vont faire des régimes et quand ils se privent trop, de se priver, ils vont après compenser, surcompenser en se gavant de nourriture. Et la privation n'est pas forcément la bonne solution. Pour enchaîner sur un peu notre dernier sujet qui va être les pratiques qu'on peut mettre en place dans le biohacking en général. Toi, tu parlais de douche froide, de jeûne, il me semble, de lumière rouge, on en a parlé aussi, testostérone, étirement. Si tu devais donner vraiment 3 leviers à quelqu'un qui part de zéro, qui a rien mis en place, mais qui voudrait mettre des choses en place, ce serait quoi les 3 premiers éléments à mettre en place un peu dans tous ces process ou systèmes qu'on peut avoir? Un des premiers leviers, c'est l'hydratation. Beaucoup ne boivent pas assez d'eau. Et quand on prend en compte que le cerveau utilise, si je ne me trompe pas, 20% de l'eau pour fonctionner, je crois que c'était 20% de la glucose à partir de l'alimentation qu'on va prendre. Si tu n'as pas assez d'irrigation sanguine dans ton système pour que tu puisses faire en sorte que tous tes systèmes fonctionnent bien, tu es ralenti. Tu n'es pas au plein de ton potentiel. Tu vas avancer moins vite. Ça, c'est un des premiers leviers. Maintenant, on revient toujours aux bases, mais la diète. Encore une fois, on l'a dit, c'est complètement OK de manger parfois certains repas qui vont te récompenser. Je suis aussi de l'avis que oui, manger tous les jours la même chose, ça va envoyer des signaux de sécurité à ton corps. Il va se dire, bon, tous les jours, je reçois la même quantité environ et la même nourriture. Donc, je sais ce que je vais obtenir. Maintenant, un troisième levier, la douche froide, pas forcément, parce que ça, c'est plus un cheat code pour avoir de la dopamine naturellement, pour augmenter la résilience mentale, donc avec le phénomène de l'hormèse, où tu vas mettre une dose de stress pour que tu puisses renforcer ton système. Maintenant, le troisième, le sommeil. Le sommeil, chercher à bien dormir. Se mettre des limites, potentiellement déléguer la tâche à quelqu'un, de ne pas répondre aux messages à 23 h, minuit, ou de faire des choses. Non, c'est complètement OK, encore une fois, si tu développes ton activité, que tu es au début, de faire certains sacrifices, mais tu vas toujours le payer parce que ton cerveau, ton mental est illimité, mais ton corps
biologique a certaines limites que l'on peut étendre sous certaines conditions. Si tu es régulé, ton système nerveux s'il est dysfonctionnel sur plusieurs mois, si tu veux faire toutes les choses que tu veux faire, ça va faillir à un moment. Ouais, il faut avoir le bon rythme pour, tenir entre guillemets un peu c'est un peu la phrase bateau, hein, c'est un marathon, c'est pas un sprint, mais qui est en fait réel quand tu te rends compte et quand tu as sprinté beaucoup de fois et que tu t'es fatigué beaucoup de fois parce que tu as eu des gros drops, dans l'entrepreneuriat, de fatigue et cetera, tu te dis: «Ah ouais, en fait, c'est vrai, non, faut juste essayer d'être régulier, le plus possible». Oui, c'est pour ça que Toi, j'apprends juste ouais, hydratation, alimentation et sommeil. Toujours revenir à la base. Ça sert ouais, à rien de donner encore une fois des méthodes secrètes, du shiny object, parce que on n'a pas besoin de complexité, on a besoin de revenir à la simplicité. Less is more. carrément. Toi, c'est quoi la croyance la plus répandue dans le biohacking que tu vois un peu partout et que toi, tu penses être fausse, potentiellement? Alors c'est une très bonne question et j'y ai pas réfléchi. Alors que là, quand tu me le dis, Hmm, là, ça me vient pas. Là, vraiment, tu m'as posé une colle. Peut-être par rapport au sommeil, quelque chose que alors ça peut être au sommeil, à la nutrition, quelque chose que beaucoup de gens disent, tu vois? Ou pensent en tout cas et toi, tu sais que tu as essayé, ça marche pas forcément comme ça, alors ça peut être par rapport aux compléments, tu vois? On parlait des compléments tout à l'heure, peut être par rapport à un process de sommeil. Peut-être sur l'alimentation, encore une fois. On va beaucoup entendre la phrase on est ce qu'on mange. Et je pense que tu as déjà entendu. Ouais. Mais je pense que c'est pas vrai ça. C'est une demi-vérité. Aujourd'hui, on n'est pas ce qu'on mange, mais on est ce qu'on est capable d'absorber. Si aujourd'hui ton microbiote, donc l'ensemble des bonnes et des mauvaises bactéries dans ton gut health, n'est pas optimisé, c'est-à-dire que tu manges quelque chose, tu penses que c'est bon pour toi, mais peut-être que ça va mettre ton système dans un état où il va beaucoup plus devoir travailler que quelqu'un d'autre. J'ai même une OK, anecdote, une histoire à vas-y. raconter par rapport à ça. Je me souviens, il y a 2 ans, j'avais une hyperkaliémie. C'est-à-dire quand tu as beaucoup trop de potassium dans ton sang. D'accord. Et ça a un rôle direct avec la fonction cardiaque. Je suis allé au docteur parce que j'avais plein de symptômes où j'étais fatigué. Je me disais: «Mais c'est pas normal, je me sens fatigué alors que je fais tout bien». Et quand j'ai fait la prise de sang, il m'a dit: «C'est super dangereux, revenez rapidement prendre un rendez-vous pour qu'on puisse vous prescrire, avoir l'ordonnance pour pouvoir prendre ce médicament et faire diminuer le taux de potassium». Il m'a dit que je pouvais mourir OK. si je passais pas à l'action. Et même ça me fait penser Comment à tu t'en es Yomi rendu compte Denzel. de ça, du coup? Non, C'est quand pas tu du as fait tout, une moi. prise de sang, tu t'en es rendu Oui. compte comment? C'est juste tu es allé de façon classique, chez le médecin, comme tu vas régulièrement et il t'a fait un bilan? Comment tu t'en es rendu compte? Bah, c'est juste les symptômes que je lui ai OK. partagés. Je me sentais fatigué, que je comprenais pas pourquoi, alors que je faisais tout bien, comme je te disais. Ça, c'était un des éléments, encore une fois, qui venait impacter, pourquoi est-ce que je n'étais pas dans l'état, que je devrais être, même si je faisais tout bien. Mais ça me fait penser aussi à Yomi Denzel, je sais pas toi si tu avais suivi ça à un moment, où il parlait, qu'il était allé en Islande, je crois que c'était. Je sais pas si tu sais ce qu'il avait fait. Je te laisse continuer et je te dirai si ça me vient, OK. Il était allé, je crois, une semaine en Islande où il faisait une dopamine détox. Il OK. disait, «Je voulais faire ça parce que je voyais que j'allais pas bien» et bon, il avait fait plein d'examens et au final, on lui a dit qu'il avait une hypothyroïdie. Donc la thyroïde qui est, la source principale de sécrétion de tes hormones. Il disait qu'il avait une dépression, heu, plein de symptômes qu'il comprenait pas d'où ils venaient et ça, c'était lié à l'hypothyroïdie. Donc c'est pour t'expliquer que quand tes hormones ne vont pas bien, tout ton corps ne fonctionne pas bien. Ouais, l'équilibre est rompu, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à une autre croyance, c'est que bon, quand les gens ils mangent la nourriture, l'alimentation, ils disent que c'est OK. C'est pour en revenir aussi à l'idée que je t'avais abordée, qu'on n'est pas uniquement ce que l'on mange, Mmh. mais on est aussi ce qu'on est capable d'absorber. En fait, il faut se dire que l'alimentation, c'est de l'information qui va s'encoder dans tes cellules. Du moment où tu vas manger quelque chose qui va contenir du zinc, du cuivre, des oméga 3, enfin, toutes ces choses qui sont importantes pour le bon fonctionnement de tes cellules, de tes tissus, de tes systèmes, ça va venir impacter
selon la qualité de la nourriture que tu vas prendre, si ton système, il va bien fonctionner ou pas. Maintenant, il y a un autre phénomène intéressant que les gens ne sont pas encore assez éduqués dessus, c'est le leaky gut. C'est le fait que dans ton corps, tu vas avoir certaines jonctions, donc la barrière, où ça va être ouvert si tu as beaucoup trop d'inflammation. Et à ce moment-là, plein de virus, plein de bactéries, plein de pathogènes vont rentrer et vont te créer ce déséquilibre. C'est pas Et forcément lié, mais on va avoir les métaux lourds, on va avoir toutes ces choses qui vont créer, les parasites aussi, du brain fog. OK. Ouais, mais il y a tellement de paramètres et de choses en vrai auxquelles faut alors j'allais dire faut faire gaffe. Évidemment, ça dépend des objectifs de chacun, mais il y a tellement de il y a une grande profondeur, on va dire, dans le sommeil, dans la nutrition, dans des process que tu peux mettre en place pour améliorer ta santé, que tu sais, c'est hyper intéressant en fait d'en parler et d'essayer de mettre des choses en place parce que la meilleure chose, je trouve, c'est d'essayer soi, juste un petit détail à changer et on se rend compte qu'on est tellement mieux. Je pense surtout au sommeil parce que pour moi, c'est le truc qui change le plus rapidement, on va dire, quand on s'en rend compte, parce que c'est un gros problème qu'ont beaucoup de personnes, évidemment, même si c'est très lié à la nutrition. Toi, concrètement, aujourd'hui, dans ce que tu construis et dans tes objectifs, idéalement, dans 5 ans, où est-ce que tu voudrais être? Enfin, c'est quoi ton objectif autour du biohacking? Ok, donc tu me poses la question, c'est quoi ma vision? Comment est-ce que je vois ce que je construis actuellement? C'est ça? Mhm. Dans plusieurs années, je me vois déjà avoir construit un écosystème, un univers où plusieurs acteurs vont intervenir selon leur domaine d'expertise pour pouvoir accompagner les gens à régler un de leurs problèmes. Alors ça peut inclure des nutritionnistes, des experts en sommeil, des personnes qui vont être expertes en hormones, parce que chacun va avoir un problème différent. Et en toute humilité, encore une fois, je ne suis pas neurochirurgien, je ne suis pas docteur, je suis simplement entrepreneur, quelqu'un qui s'intéresse au biohacking, qui a certaines notions, mais je ne peux pas m'autoproclamer comme expert dans tous les domaines. Comme tu le vois, j'ai certaines connaissances, mais c'est toujours bien de travailler avec des vrais experts. À terme, ce que j'aimerais faire, c'est travailler aussi avec des laboratoires pour qu'ils puissent, c'est des partenariats principalement, où les gens ils vont pouvoir, dans l'offre que je vais proposer, faire un bilan complet, surtout. Aussi, faire en sorte, dans mon concurrent par exemple, il fait ça avec la VO2 Max, le masque qu'on va porter, Ouais. pour que ça En puisse courant, là, où tu cours, tu as le oui, masque et tu peux... inclure aussi des séances de cryothérapie, de breathworks, de lumière rouge, de sauna, toutes ces choses qui sont naturelles, qui viennent réguler ton système et que la plupart des entrepreneurs ne font pas. Il y en a certains qui le font, d'autres qui ne le font pas. Ma vision, c'est vraiment de créer pas forcément une armée, mais des entrepreneurs hautement fonctionnels qui sont pleins de leur potentiel. Ok. C'est un beau projet, c'est une belle aventure, en tout cas, à suivre. Et j'espère que, honnêtement, ça se passera bien. Et de toute façon, c'est quelque chose où les entrepreneurs ont de plus en plus cette envie. Ils le ressentent et donc ça devient, c'est une envie qui se transforme en besoin presque au fur et à mesure. J'ai une Ma vision dernière question. 2030, Ouais, ma vision 2030 par rapport à ça, c'est qu'on vas-y. va avoir vraiment une tellement grande awareness, une très grande, enfin, la conscience va tellement s'élever, le marché va comprendre que la santé, c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, oui, ils s'en rendent compte, mais on va avoir des entrepreneurs, des offres qui vont être tellement sophistiquées, comme les offres Make Money, que les gens ils vont dire, oui, c'est devenu une évidence. Il y aura tellement de mécanismes qui vont être mis en place, beaucoup d'angles différenciants, et les gens ils vont se rendre compte, en fait, c'est banger, quoi. C'est banger, c'est le bon mot, je pense. Euh, Dernière question. Pour moi, un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau, techniquement, ça devrait l'être. Donc, c'est quoi pour toi l'angle essentiel, le détail qui ferait la différence pour un entrepreneur ou un sportif de haut niveau qui veut commencer, qui part de zéro dans le biohacking? On a parlé de nutrition, de sommeil, de choses à mettre en place. Il devait y en avoir un seul angle sur lequel se concentrer. Le premier, ça serait lequel? Les habitudes, les choses que tu fais au quotidien, celles sur lesquelles tu as le plus
de levier, d'impact. Quand on parle de biohacking, il y a 3 niveaux différents. On va d'abord avoir les habitudes quotidiennes, on va avoir des implants non invasifs, donc comme les outils connectés, et après on va avoir aussi les implants à l'intérieur. Donc là, je parle par exemple du CGM, non, je crois que c'était Constant Glucose Monitoring. Donc c'est quand tu vas avoir, comme les personnes qui vont être diabétiques, un suivi continu de ta glycémie dans ta journée pour savoir comment est-ce que ton niveau d'énergie va t'impacter après avoir mangé un repas et avant. Donc les crashs et les pics de glycémie. Principalement, c'est ça, de commencer avec le plus simple, parce que si on cherche à se complexifier dès le début, on va pas avancer. En fait, c'est déjà beaucoup présent dans le développement personnel, toutes les habitudes que tu peux mettre en place, principalement douche froide, méditation, grounding, le fait d'être exposé à l'extérieur, à la nature, se reconnecter. Aussi beaucoup de connexion. Le journaling aussi, c'est une bonne habitude à avoir. Le fait d'écrire ses pensées, de sortir du in-out, ça, c'est puissant aussi. Les habitudes, du coup. Bah, Théodore Ivanov, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver concrètement aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut te retrouver, ton Insta, sur YouTube? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi les prochains projets? Qu'est-ce que tu proposes, toi? Alors, je vais donner mes réseaux, comme ça va être plus simple. Instagram, c'est @théodore, Teodor, Ivanov, Ivanov 720. YouTube, c'est la même chose. J'ai créé un groupe School, j'ai créé un canal WhatsApp. Principalement, c'est ça où vous pouvez me retrouver. Dans un avenir proche, LinkedIn aussi. C'est un endroit très puissant aussi. Les projets en cours, c'est principalement de venir restructurer tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant pour aller encore plus loin, accompagner encore plus d'entrepreneurs sur leur santé, sophistiquer ce que je propose. Principalement, c'est ça. Des vidéos qui arrivent avec beaucoup de valeur, beaucoup de solutions à des problèmes récurrents et qui émergent selon aujourd'hui l'activité qu'on a, parce que quand on est sédentaire en tant qu'entrepreneur, quand on reste 12 heures ou plus assis devant son bureau, sur son setup, la santé au fur et à mesure se dégrade. C'est pas l'idéal pour pouvoir avancer convenablement. Bah, Théodore, merci pour avoir accepté ce premier épisode de l'anglais essentiel. Merci à Et puis, toi. vous n'hésitez pas à suivre sur les réseaux, sur Instagram, n'hésitez pas à suivre Théodore également. Salut.